revolvers, 35 grenades, une mitrailleuse, 3 dagues, etc. Et surtout, il y a 8 à 10 kilos d'explosifs. Donc j'ai montré cette liste à la sécurité civile et je leur ai dit, est-ce qu'ils peuvent faire péter des choses avec ça? Ils m'ont dit oui. Donc ils étaient en capacité de faire exploser. Ça a un impact pour la suite de la conférence, mais ça, par exemple, on savait qu'ils volaient des armes dans les bistrots, on savait qu'ils récupéraient des armes anglaises abandonnées, on savait qu'ils sortaient des armes de l'arsenal ou de la pyrotechnie, mais on avait... Enfin, c'est pareil, on ne savait pas trop le quantifier. Là, c'est assez clair. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres dépôts? Ça encore, c'est pareil. Il y avait peut-être encore autre chose que les Allemands n'ont pas découvert, mais compte tenu du nombre d'arrestations qu'a suivi le groupe et les perquisitions qui ont suivi, bon, je pense que ça aurait été retrouvé s'il y en avait d'autres. Sachant que dans le procès, Loubielli, encore une fois, il dit il est maître de son dépôt d'armes. Donc c'est-à-dire que les armes sont centralisées. Il y a très peu de personnes qui ont des armes personnelles dans le groupe. C'est-à-dire que s'ils font une opération, les armes vont être distribuées et doivent revenir. Parce qu'on est dans un objectif de repréparer la reconquête du territoire, et donc il ne faut pas cramer le stock. C'est logique, c'est une mesure de sécurité. Alors, pour prendre des armes, c'est bien, mais pourquoi en faire? Pour s'attaquer à l'occupant. On a dit au début que le groupe Elie espérait un retour de la France dans le combat, il n'en sera rien. Les mois passent et on voit bien que l'occupation et la cohabitation se développent. Et donc, le groupe Elie perd patience et va agir. Alors, je vous lis un extrait du livre J'avais des camarades. Presque chaque matin, aussi le commandant du compagnie allemande constatera presque 3, 4, 5, 10 de ces hommes se sont volatilisés. Ce qu'il entend par là, ça veut dire que, si on croit sur parole, ça veut dire que le groupe Elie aurait quasiment quotidiennement abattu plusieurs Allemands. Franchement, je pense qu'il faut prendre du recul sur cette information. Vous pensez bien qu'en 1940, si autant de soldats allemands disparaissaient comme ça sans raison chaque jour, la ville elle aurait été retournée de fond en comble. Il y a assez de notes aux archives de Brest qui parlent des rapports entre la mairie et les Allemands pour comprendre que rien que des affiches lacérées, c'est des articles dans la presse et des gars qu'on met à garder les affiches pendant plusieurs jours, jour et nuit. Et si jamais il y a une affiche qui est lacérée, la personne sera tenue pour responsable. Donc autant vous dire, c'est pas possible. Ça, il faut le prendre. Faut prendre du recul sur ça. Par contre, il faut bien spécifier qu'il y a eu des choses. On voit bien dans une coupure de presse de la dépêche de Brest du 29 mars 1941, ces derniers temps, des individus ont tenté, à la faveur de l'obscurité, de molester des soldats allemands isolés. Donc c'est une réalité. Si les Allemands le publient dans la presse, il y a quand même un fort soupçon, on va le voir après. Les zones de molestage, etc., ça va être rue Jean Jaurès, la gare et place de la Liberté. Donc on est grosso merdo dans leur secteur d'activité. Il faut savoir que 2 jours avant cet article de presse, il y a eu une grande rafle à Brest. On a essayé de retrouver des gens qui avaient mené des opérations contre les Allemands. Et donc on va arrêter près de 1500 personnes à Brest. Partout dans la ville, il y a même un commissaire de police qui va se faire rouer de coups parce que il sort dans la rue pour voir ce qui se passe. Et c'est ce groupe Elie, on sait qu'ils vont attaquer. Alors voyons un peu les opérations. Ces opérations, on a pu déjà un peu mieux les calibrer. On voit, alors il y a une opération, 5 membres auraient tué 2 Allemands le 1er janvier 1941. Bon, cette opération, elle est probable, on ne peut pas la confirmer. Voilà, personne ne le peut. Le 28 février, alors 14 membres attaquent un poste de DCA près de la rue Carnot. Alors pareil, il y a une probable erreur de date, on pense qu'elle est plus en mars 41, de par ce qu'on lit dans le procès et surtout de par la présence dans cette action d'un membre qui n'arrive que début mars à Brest. Donc on pense qu'il y a une erreur de date, mais ça a l'air de s'être vraiment déroulé. Le 18 mars, tentative d'attaque de la prison de Pontagnou. Alors oui, ça c'est avéré, c'est-à-dire que le groupe Elie va mener une opération contre la prison de Pontagnou. Ils vont se rassembler à une vingtaine, ils vont se répartir les armes et ils vont se présenter devant la prison.
Bon, l'opération, semble-t-il, a été annulée. Alors dans les livres, on peut lire qu'il y a 9 prisonniers qui ont été sortis, 7 Camarétois et je crois que c'est 2 Canadiens. Encore une fois, on n'a pas trouvé de traces de ces évasions. Vous pensez bien que si 7 Camarétois avaient été évadés, je pense qu'on en aurait entendu parler depuis le temps. On n'a pas réussi à identifier quoi que ce soit, et dans le procès, eh bien, il semble que l'opération est avortée parce que l'alerte à la prison a été donnée, et puis les résistants ont peur, c'est normal. Je veux dire, c'est pas un commando, c'est pas le commando Kiefer, hein. C'est des Brestois qui ont une expérience limitée de la guerre et qui font avec leur bonne volonté. C'est déjà remarquable d'avoir fait cette action. Et je pense que c'est ça le mot qu'il faut retenir, c'est la volonté. On peut critiquer le bilan, mais on ne peut pas leur enlever la volonté d'avoir agi, hein, ça c'est sûr. Donc on a aussi l'attaque du café Duré, donc ça c'est pareil, la confirmant n'a pas plus de pistes pour l'instant. L'attaque du sous-officier Com, battu à terre et dépouillé de ses effets. Et on a aussi une série de coups de feu contre le bar de l'annexion le 22 avril. Et enfin le 28 avril, l'attaque du café Grovel, rue Louis Blanc. Cette opération sera la dernière, on en reviendra plus tard tout à l'heure, mais voilà. Donc ça c'est pour l'instant ce qu'on a pu trouver. Ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, on est ouvert à toutes les informations qui pourraient compléter ou nous aider à étayer ce qu'on a dit, mais pour l'instant, voilà un peu ce qu'on a pu trouver. Donc, on a vu des actions armées contre l'occupant, mais aussi de l'espionnage. Alors là, l'espionnage, c'est principalement René Drouin qui va s'en occuper. Donc René Drouin, c'est un capitaine de réserve, d'artillerie, il a 51 ans. Il est à Brest, il habite rue Laennec, et il a la particularité d'avoir 2 enfants qui ont rejoint les Français libres en juillet 40. Et il a pu correspondre avec eux, d'une part les marins qui sont revenus d'Angleterre, de 2 par la Croix-Rouge et de 3 par un ami au Maroc. Donc il a réussi à se débrouiller pour contacter l'Angleterre, à titre familial, hein, bien entendu. Et il va être contacté par le réseau Confrérie Notre-Dame, donc Rémi Gilbert Renaud, qui est un restaurant assez connu en France. Et donc Rémi se pointe à Brest pour le rencontrer grâce à une connaissance en commune. Donc son nom de code c'était Prince à cette personne, et donc c'est lui qui va introduire René Drouin. On sait que quand les deux vont se rencontrer à Brest, René Drouin va lui remettre une carte avec des positions défensives sur la ville de Brest. Et on ne sait pas plus. On ne sait pas s'il y a eu d'autres contacts, on ne sait pas s'il y a eu des courriers, c'est très flou. Pendant son procès, René Drouin, il va vraiment... il faut comprendre aussi qu'il sait ce qu'il attend, hein. Le procès, j'en parle beaucoup, mais il faut prendre aussi en compte le fait que quand vous êtes dans un procès ou pendant vos déclarations avant, vous n'êtes pas obligé de tout déballer sur la table, parce que bon, c'est un peu votre vie qui est en jeu, quoi. Donc on va éviter de donner des munitions à l'ennemi. Et donc René Drouin, il va vraiment mettre tout sur ses fils en disant non, vous savez, moi j'ai pas fait grand chose, moi je voulais juste des nouvelles de mes fils. Il va vraiment faire le canard, quoi. Et donc ça va lui sauver la vie parce qu'il ne sera pas fusillé, mais c'est que temporaire, puisque René Drouin il va être quand même déporté pour ça et il n'en reviendra jamais. Et donc c'est sa femme aussi avec lui, et sa femme continuera la résistance plus tard, sera aussi déportée, et elle va revenir en France, mais elle succombera des mauvais traitements qu'elle a subis en déportation. Donc c'est un couple qui va donner sa vie pour la résistance. Alors le service d'espionnage, il va se monter grâce à des membres du groupe ELI qui ont des appareils photo, qui notent des choses. On cherche à passer la ligne de débarcation, on cherche à prendre des contacts avec l'Angleterre. On voit qu'il y a vraiment des prémices, et les Allemands, ça les intéresse beaucoup, ils essaient de comprendre ça, on voit bien dans le procès. Les questions qui ont été faites lors des interrogatoires sont vraiment très ciblées, on essaie de comprendre, de voir s'il n'y a pas autre chose, ils sont un peu dubitatifs, ça se sent, hein. Mais en tout cas, René Drouin, il va faire un sacré boulot. Alors, j'ai pas parlé jusqu'à présent d'un épisode, vous me direz, mais et le Continental? Alors oui, le Continental, c'est reconnu comme un haut fait de la résistance du groupe ELI, c'est à mettre sur le compte du groupe ELI. Bon,
on pourrait passer une conférence sur ce sujet précisément, donc je vais plutôt conclure, et juste je vous invite, si jamais le sujet vous intéresse, on a fait des recherches il y a cet été pour la presse qui voulait faire un article sur le Continental, on a fait 6 pages. 6 pages de sources, où on a détaillé, on est remonté le plus loin qu'on pouvait dans les sources primaires, on a essayé de comparer, on a levé beaucoup d'incohérences. Et donc, il faut savoir que cet attentat a été crédité au sein du groupe Elie. Alors, les survivants et témoins du groupe Elie, pour beaucoup, valideront l'opération, diront oui, ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué puisque dans les déclarations, quand on les prend une à une et qu'on les confronte, il y a des problèmes d'incohérence sur le nombre de gens qui y participent, sur l'identité des gens qui y participent, sur l'horaire, sur les modalités. Quand Brock Jean sort son livre en 49, il y a des extraits qui sont parus dans la presse en 48 et il se fait direct reprendre par le propriétaire de l'hôtel Continental, qui franchement il n'a pas de raison d'aller l'embêter, qui lui dit: mais attendez, dans votre livre vous parlez de l'explosion des chaudières du Continental, sauf que moi les chaudières je les ai récupérées après-guerre et je les ai mis dans un autre bâtiment, donc de quoi vous parlez? Et donc c'est compliqué, cette affaire est vraiment très compliquée. Moi ce que j'ai conclu pour la presse, c'est que si l'attentat s'est bien déroulé par les résistants, leur version ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur l'action. Parce qu'il y a eu un bombardement ce soir-là, on le sait, il y a à peu près il y a une cinquantaine d'avions qui survolent Brest et qui viennent bombarder la ville, donc on sait qu'il y a eu un bombardement. Une opération combinée, ma foi, c'est très peu probable parce que, comme je vous ai dit, les relations avec l'Angleterre sont minimales. Donc ça me paraît compliqué à cette époque-là de faire quoi que ce soit. Il faut savoir que les opérations combinées, comme on l'entend de commando, etc., ils vont être testés juste un mois avant du côté de Vannes. On va envoyer pour la première fois des parachutistes de la France libre et ils feront pas mieux. Ils n'arriveront même pas à leur objectif. Donc c'est pour vous dire que ça me paraît compliqué ces versions, donc voilà. Je ne m'étale pas plus, mais ce fait d'armes est sujet à caution. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas fait, je ne dis pas qu'il s'est fait. Voilà. Alors le démantèlement, parce que le groupe Elie donc, va vivre on a dit août-septembre 40 jusqu'à mai 1941, donc c'est une comète, hein, il ne fait que passer, quelques mois à peine, et ils sont déjà démantelés. Alors, les causes du démantèlement, c'est pareil, c'est sujet à débat. Selon Brock, il laisse entendre que c'est la patronne du café de la rue Durée qui y serait pour quelque chose, parce qu'il y avait eu une opération du groupe contre son établissement. Selon Yves Le Fou, qui est qui bosse à l'Arsenal de Brest, le groupe aurait été arrêté sur dénonciation d'un braise à Tao des PTT. Alors la police, ce qui est drôle, c'est que la police reprendra aussi cette notion et il y aura même un nom qui sera donné dans les rapports de police brestois. Donc voilà, les autorités françaises dans cette affaire, quand ils vont constater que des gens sont arrêtés, ils essaient de comprendre. Ils essaient de comprendre, mais pourquoi on a des Brestois qui sont arrêtés? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Et donc la mairie, la police, la préfecture, ils n'arrêtent pas de faire des échanges. Les Allemands, forcément, ne donnent aucune information. Donc les Français interprètent, ils essayent de comprendre. Alors ils font des enquêtes de voisinage et puis bon, ils se rendent compte qu'il y a une histoire de gaullisme derrière. Alors au début, on pense que c'est le directeur du Patro qui essaye de monter un groupe gaulliste. Bon, il semble qu'il n'en ait rien. Après, il y a une version, et c'est la dernière version en date qui sortira, c'est les Allemands, individuellement, ils n'ont pas fait grand-chose, le groupe Elie. Du coup, c'est une condamnation de masse, un peu en représailles pour faire des exemples. Donc, on voit, ils sont largués total. Ils n'ont pas sur le nombre, ils ne savent pas exactement. Par contre, ils ont des identités de membres arrêtés. Alors, tous les membres ne vont pas être arrêtés, on va le voir juste après, mais pour le démantèlement, c'est suite à l'opération du 28 avril 1941. Donc lors de cette opération, il y a Albert Muller qui est blessé par balle. Alors dans Brock-Lorette, il est dit que ses compagnons le récupèrent, l'amènent voir 3 docteurs pour qu'il soit soigné,
Et puis voilà, sauf qu'en fait, dans le rapport de police qui concerne les archives de Brest, Albert Müller est laissé sur place, il est récupéré par la police qui le transfère à l'hôpital maritime pour soins. Alors pareil, Jean Brock dans son rapport, il dit qu'il a pris 6 balles, 6 balles dans le buffet, enfin j'ai pas le terme, mais il dit il a reçu 6 balles. Bon, le rapport de police dit 1 balle dans la région des reins et de dos. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toutes les potentialités de démantèlement, c'est celle-là qui va s'avérer chronologiquement la plus tangible. Alors, je n'exclus pas une dénonciation, c'est possible, mais une dénonciation, ça ne veut pas forcément dire une arrestation. Ça veut dire qu'on dénonce des faits, etc., mais encore faut-il identifier les gens, donc on ne sait pas exactement. Sauf que quand on reprend chronologiquement les arrestations, le premier qui a arrêté, c'est Albert Müller. Et pour cause, la police française, elle conclut son rapport par ouverture d'une enquête. Vous pensez bien que si les Français ouvrent une enquête, les Allemands aussi ouvrent une enquête de pourquoi quelqu'un a été blessé par balle. Donc on n'a pas le rapport de l'enquête française, ni le rapport de l'enquête allemande, mais en tout cas, le 9 mai, Müller est ramené chez lui, il est ramené de l'ambulance jusqu'à chez lui. Il faut savoir que ses parents sont partis signer des compromis de cession de leur commerce, ils veulent partir à tout prix de Brest. Et Müller est arrêté, il est emmené à Bonne Nouvelle, à Kérinou. Donc c'est le siège de l'Osen Commando du SD de Brest. C'est un service un peu de répression de l'armée allemande qui s'est installé il y a à peine quelques mois dans ce bâtiment. Et il en ressort que c'est une opération du groupe qui a très mal tourné, elle n'était pas programmée. Selon le procès, je vous le livre tel quel, je vous laisserai faire vos propres constatations après. Selon le procès et la version qui est donnée et qui est croisée pendant les interrogatoires et des résistants, Müller rencontre 2 autres résistants du groupe. Ces 2 résistants, à 3, ils échafaudent un plan comme ça qui n'est pas du tout préparé pour tirer dans la vitrine d'un café qui se trouve rue Louis Blanc, donc à côté du cimetière. Et malheureusement, Müller, il veut pas. Il veut pas, il part, et il aurait reçu une balle d'un de ses compagnons. Donc c'est horrible, mais il semble, voilà, il y avait une histoire d'alcool aussi dedans, donc c'est compliqué à détriturer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, je vous expose juste les dernières pistes et les derniers éléments qui ont été trouvés. Mais chronologiquement, ça se tient puisque Müller est arrêté le premier. Les 2 autres personnes qui sont arrêtées, c'est les personnes avec qui il était ce soir-là du 28 avril 1941. Chez l'une des 2 personnes qui est arrêtée est trouvé un petit carnet avec des noms. C'est les noms de son groupe, puisque le groupe Élie avait commencé à se structurer avec des chefs de groupe, avec des gens qui étaient plus tournés vers le renseignement, d'autres vers les actions. Et il y a tous les identités d'un groupe qui est découvert par cette perquisition. Et là, on voit, c'est parti, ça lâche les faux, on va les chercher. Et encore une fois, dans les films de la résistance, vous savez, souvent dans les films, c'est le résistant ne parle pas. On a toujours cette idée du résistant intègre jusqu'à la mort. On a l'exemple de Brossolette qui va se défenestrer pour ne pas parler. On a toujours ces exemples-là de courage, mais les études montrent aujourd'hui, et ça vous pouvez en parler avec les historiens, que les gens parlent. Les gens parlent, ils donnent des indications. Alors bien sûr, pas de gaieté de cœur, parfois sous la torture, mais ils parlent, ils vont concéder des choses, etc. Donc ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais il faut savoir que le groupe Élie va être démantelé entre le 9 mai et le 3 juillet 1941. 38 arrestations, c'est pas rien, 38 arrestations. Et il y a certains qui... Alors ce qu'on n'a pas compris, c'est que beaucoup sont restés sur place. C'est-à-dire qu'il y a quand même une longue période où on voit bien il se passe des jours et des jours avant que certains soient arrêtés.
ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu un sauf-qui-peut général. Certains sont partis, certains ont réussi à passer la ligne de démarcation et ont rejoint Toulon et parfois l'Afrique. Il y en a qui ont réussi à rejoindre l'Angleterre et qui se sont embarqués et qui ont fini dans les Français libres. On en a d'autres qui sont partis d'abord se cacher du côté de Plouguin au Moulin des Tromelins, puis qui ont essayé de rallier Rennes pour avoir une filière, mais en fait ils vont être dénoncés sur Rennes, enfin ça va être un bis. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont partir, qui vont réussir à se sauver, mais il y a quand même 38 arrestations à Brest, quoi. Et les gens restent sur place, ils sont cueillis sur leur lieu de travail, dans leur domicile, c'est pas simple. Donc ils vont être, ces gens, ces 38 arrêtés, ils vont être internés d'abord à la prison du Bougain, à Brest, qui est en haut à droite, on voit une photo aérienne de l'époque, ça ressemblait à un petit château là. Et donc, début juillet 41, se passe un incident, c'est qu'il y a un nouveau bombardement sur Brest, et il y a 5 friteuses à avion qui viennent bombarder la ville. Il y a le Prince Eugène qui sera touché, mais aussi la prison. Et donc, il y a une partie de la prison qui va s'effondrer, et donc les résistants sont transférés. Ils sont transférés à Fresnes, en région parisienne. Donc, il y a une photo de la prison de Fresnes en région parisienne, juste en dessous. Ils sont transférés à Paris en prévision de leur procès, parce qu'ils vont être jugés par un tribunal militaire allemand. Donc le procès se déroule à Paris du 10 au 22 novembre 1941, à huis clos. Le procès apparemment se déroule dans des conditions un peu euro-congolaises, qu'on ne sait pas trop si les Français ont pu se défendre. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de défenseurs français qui assistent aux audiences. On ne sait même pas s'ils connaissaient ce qu'ils contresignaient comme déposition. C'est un tribunal de guerre allemand, il est là pour juger et pour faire, il déblaye. Donc, alors ce qui est un peu macabre, c'est que dans le compte rendu du procès, on voit un peu le déroulé de tout ce procès et surtout les condamnés, parce qu'il y a 11 condamnés à mort, les 11, ils sont condamnés à mort et à 5 ans de prison. C'est bon, les procéduriers allemands, c'est marqué noir sur blanc dans les procès, ils sont condamnés à être exécutés d'abord et après il y a des peines de prison aussi. C'est aberrant, mais c'est ainsi. Il y a 19 condamnés à la déportation. Alors quand je dis à la déportation, pour être plus précis, c'est des condamnés de prison, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à des peines de prison. Sauf que la peine de prison, si elle est supérieure à 3 ans, déclenche systématiquement une déportation en Allemagne. De fait. Bah oui, imaginez-vous, vous êtes allemand, vous dites, bon, il y a un gars, il doit faire 5 ans de prison. Est-ce qu'il les passe 5 ans en France où on le loge et on le nourrit, ou est-ce qu'on l'envoie 5 ans travailler chez nous dans les camps? Bon, autant qu'il soit actif et qu'il travaille pour nous. Et donc, on va avoir des déportés en Allemagne. Donc, c'est ce procès... la mairie de Brest va essayer de jouer, le maire va écrire, on va faire appel à l'ambassadeur. Enfin, il y a des procédures qui sont faites pour essayer de réduire les peines à au moins des prisons à vie, plutôt que la mort, mais rien n'y fait. Le 9 décembre 1941, le procès est contresigné par le général qui gère la juridiction militaire là-bas, et donc le fait qu'il contresigne déclenche automatiquement les sanctions. Et donc il y a 11 Brestois qui sont fusillés le 10 décembre 1941, donc on a fêté il y a exactement le 80e anniversaire la semaine dernière. Alors la photo, c'est une photo d'illustration puisque c'est la seule photo connue des exécutions du Mont Valérien qu'il y a eu. Il y a eu plus de 1000 fusillés et c'est la seule photo qui est connue. Ça serait une photo du groupe Manoukian en 1944. Voilà. Donc je l'ai mis en illustration, mais je pense que c'est assez saisissant et qu'on peut bien s'imaginer nos 11 Brestois sur ces photos. Sur les 11 fusillés, on a retrouvé 8 dernières lettres. Donc c'est-à-dire qu'on a mis en ligne, et j'en parlerai à la fin, 8 de ces derniers mots qui sont très souvent poignants. J'ai choisi de ne pas en lire ce soir parce que si ça vous intéresse, je préfère que vous les lisiez vous-même à tête reposée et que vous preniez bien le temps parce que c'est des morceaux, quoi. Je voulais pas plomber l'ambiance plus qu'elle ne l'est déjà. Alors, les exécutions sont connues à Brest, donc on va voir apparaître ça dans la presse, à peu près toute la presse. Ce bandeau où on voit les noms ont été condamnés à mort, Paris, 10 décembre 41.
Ces 11 Brestois, il y aura une messe solennelle qui sera faite très peu de temps après pour eux à Brest. Alors les Allemands envoient contrôler les gens qui vont à la messe juste au cas où il y aurait des mecs qu'on aurait loupés pendant les arrestations. Donc les identités sont prises, on contrôle les bagages. Et la police française envoie aussi des inspecteurs pour essayer de prendre l'attention et savoir du coup, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Et le rapport, il dit, hein, le policier, il est perdu complètement, il ne se rend même pas compte de ce qui a été fait et ce qu'ils ont fait. Il dit, bon là, c'est des représailles, mais bon, il y avait bien une menée gaulliste, mais bon, c'est plus un mouvement comme ça et c'est des représailles. Donc ils sont à côté de la plaque. Parmi les déportés, alors ça c'est une belle photo et je remercie la famille Abarnou qui nous l'a envoyée. On n'a pas les identités de toutes ces personnes sur la photo, mais en gros, sur les déportés, il y en a 5 qui ne reviendront jamais. C'était des jeunes, hein, des jeunes brestois, donc ils sont forcément à ajouter aux 11 victimes. Il faut savoir que le groupe Bélier aura d'autres victimes aussi, hein, des victimes parce que certains vont continuer la résistance et vont se faire prendre après, soit en 43 en essayant de passer la ligne de débarquement, enfin en essayant de passer en Espagne ou lors d'opérations. Je pense au garagiste Le Gall qui avait caché les armes dans son garage, qui avait, on ne sait pas comment, évité d'être fusillé quand ils avaient découvert le stock d'armes. Il avait dû jouer la surprise et il prêtera sa voiture pour une opération de la résistance en avril 1944. Et sauf que l'opération va échouer, le garagiste va devoir partir se planquer à Tréguenou, sauf que, encore une fois, un quiproquo fait que l'endroit où il se cache est perquisitionné, et enfin c'est vraiment... le sort s'est acharné sur lui, quoi. Clairement, le sort s'est acharné sur lui, donc il sera déporté, il ne reviendra jamais. Voilà. Donc les hommages, à Brest, dès 1945, il y a une rue qui porte le nom des 11 martyrs. Alors il y a eu apparemment un petit problème technique quand ils ont nommé cette rue, et donc ils en ont dû renommer une quelques temps après, mais bref, depuis 1945, il y a une rue des 11 martyrs à Brest, en hommage aux fusillés. Leurs noms sont gravés sur la cloche du mémorial du Mont Valérien, donc c'est la photo qui est en haut à droite. On voit, il y a Jules Louis-Élie, Jean Gourvenec, Oiseau Roger, Georges Louis, Prigent, Kéméné et Henri Toraval. Enfin, donc ça c'est une petite photo que m'a envoyé le Mont Valérien, donc leurs noms sont gravés au Mont Valérien. Il faut savoir que la ville de Brest, lundi dernier, enfin pas lundi de cette semaine, mais lundi de la semaine dernière, a déposé une gerbe de fleurs au Mont Valérien pour les 11 fusillés. Et vous avez depuis 2003, donc dans le square Rhin et Danube, près de la, pas très loin de la mairie et de la rue des 11 Martyrs d'ailleurs, vous avez une stèle